Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à ce webinaire dédié à l'accroissement des pouvoirs de l'administration fiscale. Vous êtes 800 à vous y être inscrits. C'est dire ô combien le sujet fiscal est non seulement au cœur de l'actualité, mais aussi au cœur des préoccupations des Belges. Ici, bien naturellement, pas question d'apprendre des trucs et ficelles pour éluder l'impôt ou frauder. Notre ADN, c'est la stimulation de la réflexion économique et financière, dont la fiscalité et les pratiques du fisc sont un des aspects. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les pouvoirs d'investigation de l'administration fiscale belge auprès des contribuables. Alors, ils sont très étendus. Ils leur permettent d'avoir accès à une quantité importante d'informations au sujet de chacun d'entre eux. Il existe toutefois des limites au pouvoir d'investigation de l'administration fiscale. En effet, notre système constitutionnel et légal offre, à ce jour encore, un large éventail de solutions à ceux qui veulent simplement faire respecter leurs droits. Voici, ainsi résumé en quelques mots, la teneur de la conférence que va donner Maître Afschrift. Thierry Afschrift est l'un des fiscalistes les plus réputés de Belgique et sa renommée dépasse, et de loin, les frontières de notre petit, mais tellement joli pays. Pour autant que de besoins, ce dont je doute, je vous le présente en quelques secondes pour lui céder aussi rapidement la parole. Thierry Afschrift est licencié en droit, licencié spécial en droit économique et licencié spécial en sciences fiscales. Il est aujourd'hui professeur ordinaire émérite à l'Université libre de Bruxelles à la Solvay Brussels School, charge qu'il assume depuis 1987. Il est par ailleurs le président de l'Executive Master en gestion fiscale de la même Solvay Business School. Maître Afschrift est avocat au barreau de Bruxelles depuis 1976, plus de 45 ans. C'est une solide expérience. Il est également inscrit au barreau d'Anvers, de Genève, de Fribourg, de Madrid et de Luxembourg. En outre, il est foreign lawyer à Hong Kong. Il est associé fondateur de la société d'avocats Afschrift Tax and Legal, qui est active dans les villes que je viens de citer, ainsi qu'à Tel Aviv. Thierry Afschrift est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages dans le domaine de la fiscalité et de plus de 150 publications dans de nombreuses revues spécialisées belges et étrangères. C'est donc vraiment the right man at the right place pour nous parler de l'accroissement des pouvoirs de l'administration fiscale belge. Maître, à vous la parole. Et donc, je vais vous parler de ce sujet inquiétant qui concerne l'accroissement des pouvoirs de l'administration fiscale et de ses agents. Prochain slide, nous savons qu'il y a... Le prochain slide, s'il vous plaît. Nous savons qu'il y a une tendance nette à accroître les pouvoirs de l'administration fiscale. C'est une tendance qui est peut-être permanente, mais qui est beaucoup plus visible dans l'actuelle législature. Et bien sûr, quand on accroît les pouvoirs du fisc, on réduit les droits des contribuables, ou le caractère en tout cas effectif des droits des contribuables. Et sur le slide suivant, on va essayer de voir pour quelles raisons il en est ainsi. Il y a d'abord une tendance naturelle, c'est comme cela dans tous les gouvernements, dans tous les pays. Les ministres ont tendance à écouter leur administration. Et c'est l'administration qui prépare les projets de loi et qui vient souvent avec des revendications. Et évidemment, elle revendique rarement d'avoir moins de pouvoir qu'avant. Et donc, on a une tendance à corriger lorsque l'administration se rend compte que dans tel type d'affaires, il lui manque certaines compétences. Elle essaye de les obtenir et il n'y a pas toujours de volonté de lui faire obstacle. Et deuxièmement, ce gouvernement-ci a incontestablement, de manière plus accentuée que les autres, une volonté politique
de lutter contre la fraude fiscale. Alors soyons de bon compte, dans tous les gouvernements, je pense que si l'on prend les 20 derniers gouvernements, il y a toujours dans leur programme la lutte contre la fraude fiscale, accompagnée en général d'estimations assez généreuses portant sur le rendement des mesures que l'on envisage. Mais il va de soi que cette fois-ci, dans ce gouvernement-ci, sans doute en raison de sa composition, on va plus loin, en tout cas dans les annonces et dans les mesures qui favorisent l'administration fiscale dans ses liens avec le contribuable. Nous en sommes avec ce gouvernement-ci, avec comme ministre des Finances, M. Van Petegem, nous en sommes à 2 plans de lutte contre la fraude, dont un est déjà très largement en application, est déjà voté. L'autre, par contre, fait l'objet toujours de discussions politiques. Alors, sur le slide suivant, on va voir que la totalité des mesures, en réalité, peut sans doute faciliter la détection des fraudes ou permettre à l'administration d'imposer dans des conditions où peut-être qu'auparavant elle ne pouvait pas le faire, mais en réalité, je ne vois aucune qui a pour effet direct de réduire la fraude. Je vais prendre un exemple. Lorsque l'on dit le délai de prescription dans tel cas va passer de 7 ans, au lieu de 5 auparavant, mais de 7 ans à 10 ans dorénavant, ce n'est pas ça qui va empêcher quelqu'un qui a envie de frauder. Il va se dire, ah, j'ai un risque de me faire prendre pendant un peu plus longtemps, et donc s'il agit aujourd'hui, nous sommes en 2022, au lieu de risquer d'être coincé jusqu'en 2029, jusqu'à fin 2029, il va se sentir qu'il a le risque d'être coincé, taxé jusqu'à la fin 2032. Pour l'immense majorité des gens, 2029 et 2032, c'est tellement loin que ça ne les amène pas à réfléchir du tout. C'est pas pour ça qu'ils vont moins frauder. Peut-être qu'on va un petit peu augmenter les recettes parce que ça signifie aussi qu'en 2022, on pourra taxer les revenus de 2012, mais ça n'est pas une mesure qui va réduire la fraude. Ça va peut-être permettre de la détecter et de la taxer, mais ça ne va pas la réduire. Ce n'est pas quelque chose qui empêche le fraudeur d'agir. Et alors, je pose la question quand même, lorsqu'on prend ce type de mesure, on voit ça sur le slide suivant, la question c'est, on joue ici sur des mesures qui concernent la procédure. La procédure, souvent dans l'esprit des gens, c'est quelque chose de très secondaire, c'est de la bureaucratie. La réalité, c'est que la procédure, dans un état de droit, c'est ce qui donne la protection aux individus face à l'État. Alors, c'est bien ou c'est mal, ça dépend dans quel camp on se met, mais c'est quelque chose d'important. Et dans tous les États, il y a une recherche d'un équilibre entre, d'une part, les droits des contribuables et, d'autre part, les pouvoirs du fisc. Dans tous les États, quels qu'ils soient, il y a un équilibre, mais bien sûr, ce n'est pas le même équilibre. Cet équilibre est variable selon les pays. Nous savons très bien que en France, l'administration fiscale dispose de pouvoirs d'investigation énormes, l'accès à tous les réseaux sociaux, des prescriptions plus larges, des possibilités de procéder elle-même à des perquisitions. Ce sont des choses qui n'existent pas comme telles, en tout cas en Belgique. Et on voit aussi en Belgique que cet équilibre bouge avec le temps. Entre 1986, le moment où, sous l'impulsion des libéraux de l'époque, et par exemple de Jean Goll, on a voté ce qu'on appelait une charte des contribuables, assez modeste et limitée à certaines questions. Et aujourd'hui, avec l'énormité des mesures prises depuis lors et les nouvelles mesures que l'on constate, il y a une différence qui est fondamentale. L'équilibre a glissé et il a glissé en faveur de l'administration fiscale. Alors, on va entrer dans le concret de ces mesures sur le slide suivant, où je vais commencer à vous détailler les quelques mesures qui sont en vigueur dans le cadre du premier plan, des mesures prises de 2019 à 2021, en sachant qu'il en existe un deuxième, mais ceci, je vais d'abord vous aborder, et je vais le faire évidemment de façon plus complète. Je vais parler des mesures qui sont en vigueur, et je vais les détailler évidemment beaucoup plus
que les mesures qui sont seulement envisagées et qui n'entreront peut-être pas en vigueur et qui sont dans le second plan de lutte contre la fraude fiscale. Alors les mesures qui sont en vigueur, c'est une extension des délais de taxation, le délai dans lequel le fisc peut enrôler des impôts, et d'investigation, le délai dans lequel il peut faire des recherches, dans le cas où le contribuable a eu recours à une construction juridique. Je vais détailler ça dans quelques instants. Deuxièmement, on a octroyé la qualité d'officier de police judiciaire, ça fait peur à beaucoup de monde, à un certain nombre d'agents du fisc. Troisièmement, sur le slide suivant, nous avons une nouvelle réduction de la portée de ce qu'on appelle encore parfois, avec beaucoup d'emphase, le secret bancaire. Et puis nous avons, ça a l'air de rien, mais ça a peut-être plus d'importance que les mesures que je viens de citer, la possibilité pour le fisc d'exiger ou non, nous verrons, la transmission d'informations sur une plateforme informatique plutôt que par l'accès d'une visite de l'administration fiscale auprès du contribuable sans déplacement comme le prévoyait la loi. Et puis, il est plus difficile aujourd'hui, en raison de simples mesures qui n'ont pas fait l'objet d'une loi, il devient plus difficile d'avoir accès aux agents du fisc, de les contacter en personne, et à mon sens, sans que ça touche au droit proprement dit du contribuable, c'est une mesure, et je pense que pour tous les conseillers fiscaux vous le diront, c'est une mesure qui a beaucoup d'importance et qui complique leur vie à eux, aux conseillers fiscaux et aux contribuables aussi. Alors on va commencer sur le slide suivant par la question de l'extension des délais de taxation et d'investigation. Je dis tout de suite, la première extension, parce que celle-ci, elle est votée, nous allons voir que c'est dans des situations qui ne sont pas si fréquentes que ça, mais dans le deuxième train de mesures, il y a des extensions de délai beaucoup plus importantes, mais elles ne sont pas encore votées, donc elles entreront en vigueur ou pas. Ce qui existe, par contre, eh bien, c'est un nouveau cas d'extension du délai à 10 ans. Alors, commençons par ce qui existait avant. Nous savons que lorsque vous faites une déclaration fiscale, vous déclarez en 2022 vos revenus de 2021, l'administration a jusqu'au 30 juin de l'année suivante, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2023, pour taxer les revenus que vous avez correctement déclarés. C'est le délai de taxation le plus normal. Tout ce que vous avez déclaré est correct, l'administration ne vous reproche rien. Eh bien, elle a ce délai-là, 6 mois après le dernier jour de l'exercice d'imposition. Et puis, si elle vous reproche de ne pas avoir déclaré quelque chose, elle peut faire passer ce délai à 3 ans après le dernier jour de l'exercice d'imposition. Donc, ça signifie que pour l'exercice imposable, pour les revenus de 2021, vous pouvez être taxé jusqu'au 30 juin 2024. Mais si l'administration prouve en plus que vous avez agi dans une intention de nuire, dans un but de fraude, elle dispose d'un délai de 7 ans. Il y a encore quelques années, c'était 5 ans qui était le plus long délai. Aujourd'hui, on est à 7 ans. Et puis, l'administration fiscale a obtenu de faire passer son délai à 10 ans, même lorsqu'il n'y a pas de fraude, lorsqu'elle utilise des informations qui proviennent d'une administration étrangère. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, nous le savons, l'administration reçoit de la quasi-totalité des pays du monde des informations dans le cadre du système CRS qui portent sur les sommes qui se trouvent sur les comptes bancaires des contribuables résidents belges dans tous ces pays. Sur la nouvelle mesure, on le voit sur le slide suivant, c'est un nouveau délai de 10 ans lorsqu'il a été recouru à une construction juridique. Alors, nous savons ce que c'est qu'une construction juridique. C'est une notion qui permet de déclencher l'application de la taxe caïman, de la taxation par transparence des avoirs qu'un fondateur qui se trouve en Belgique possède dans une structure qui est dénommée construction juridique. Nous savons aussi qu'il y en a deux types, on ne va pas entrer dans le détail ici. Il y a des structures de type trust, où tout ce qui implique qu'une personne, sans qu'il y ait attribution d'une personnalité juridique spéciale distincte,
une personne puisse avoir des droits qu'elle confie à quelqu'un d'autre qui administre. C'est le cas du trust ou d'un certain nombre de notions voisines. Et dans ce cas-là, dans le cadre de la taxe Caïman, nous avons une construction juridique, quel que soit le pays où se trouve le trust. Donc, même si ce trust se trouve dans un pays à taxation élevée, du genre États-Unis, Royaume-Uni, Canada, etc., ce sont des constructions juridiques. Et puis nous avons les constructions juridiques de type offshore, qui sont dans des endroits à très faible taxation, genre société, fondation du Panama, des îles Vierges, ou, pour reprendre l'expression de la taxe du même nom, de la taxe dans les îles Caïmans. Mais, et on le voit sur le slide suivant, mais il y a des conditions d'application du délai qui fait que toutes les constructions juridiques ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Il faut d'abord qu'il y ait une construction juridique. Il faut ensuite qu'elle soit dans une liste des États à fiscalité non pas montante, et une erreur sur le slide, à fiscalité faible ou peu élevée. Il existe une liste qu'on appelle parfois la liste des paradis fiscaux. La construction juridique ne tombe sous le coup du délai de 10 ans que lorsqu'elle se trouve dans un pays qui est dans un paradis, qui est un paradis fiscal d'après la législation belge. Ce qui signifie que les trusts qui sont aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, qui sont dans un pays à taxation importante, on peut encore leur appliquer la taxe Caïman, mais on ne peut pas leur appliquer le délai de 10 ans parce que ce sont des constructions juridiques, mais elles ne sont pas dans un pays qui est considéré comme un paradis fiscal. Et même lorsque ces constructions juridiques sont dans un paradis fiscal, il y a exception, le délai de 10 ans ne peut pas être appliqué lorsque ce paradis fiscal, mais oui, il y en a conclu un traité avec la Belgique prévoyant un échange des informations, c'est-à-dire où l'administration fiscale a eu la possibilité de demander à l'administration du pays en question des informations. On considère que dans ce cas-là, eh bien, sans doute parce que c'est moins compliqué pour l'administration d'obtenir des informations, il suffit de les demander à l'administration du pays en question, eh bien l'administration n'est pas censée avoir besoin d'un délai de 10 ans et elle doit donc se contenter, dans ce cas-là, du délai de 7 ans si elle démontre la fraude ou du délai de 3 ans. Avec quand même une nuance, parce que l'administration va retomber sur ses pattes, si je ne puis me le permettre, c'est qu'il existe aussi un délai de 10 ans lorsque l'administration reçoit des informations d'un pays étranger en vertu d'une convention préventive de la double imposition. Rappelez-vous, je vous ai donné les cas où elle dispose déjà d'un délai de 10 ans. Eh bien, c'est le cas lorsqu'elle a des informations qui viennent d'une administration étrangère. Donc, il ne faut pas trop se réjouir de cette exception parce que cette exception risque au contraire d'entraîner l'application d'une autre raison pour laquelle on a un délai de 10 ans. Donc, ce n'est pas tout à fait un cadeau, cette exception-là. En plus, on le voit sur le slide suivant, il ne suffit pas qu'il existe une construction juridique. Il faut que le contribuable l'ait utilisée. La loi le dit. Et alors se posera la question, et je reconnais qu'une controverse est possible, c'est quoi utiliser? Prenons un exemple. Vous avez une société au Panama depuis 15 ans. Cette société au Panama a des capitaux qui donnent lieu à des revenus passifs, par exemple des intérêts. Tous les ans, vous touchez des intérêts. Vous avez été actif quand vous avez constitué ou fait constituer votre société panaméenne il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que vous l'utilisez encore? Cette société panaméenne ne fait que toucher les revenus d'un patrimoine qui est à sa disposition depuis 15 ans et peut-être que vous n'y avez pas touché du tout et que depuis 15 ans, rien ne s'est passé. Est-ce que le seul fait que la société panaméenne touche encore les intérêts du même patrimoine est une utilisation alors que vous ne faites rien? Il y a des gens qui parfois, c'est un comble, mais finissent par oublier qu'ils ont une société
offshore quelque part, à force d'être discret quant à son existence, et puis ça joue aussi pour les héritiers qui ne sont peut-être pas au courant. Est-ce qu'on peut dire que simplement parce que la société existe, il y a une utilisation? Je pense que dans 15 ans, nous aurons un bel arrêt de la Cour de cassation qui dira oui ou qui dira non. Mon interprétation, c'est que pour utiliser, il faut être actif. Et donc, si on se borne à savoir qu'il y a quelque part une société ou une fondation qui touche des intérêts, mais ça ne suffit pas pour être actif. Il faut que ce soit une utilisation pendant l'exercice imposable, parce qu'on parle au présent dans le texte et pas qu'on a utilisé un jour. Et puis, il faut que cette utilisation soit faite pour dissimuler l'existence ou l'origine du patrimoine. C'est ce que dit la loi. Et c'est quand même pas très bien rédigé, parce qu'enfin, ça signifie que si on a seulement voulu dissimuler l'existence du revenu, c'est pas visé, alors que quand même, en toute logique, c'est la première chose à laquelle l'administration fiscale devrait penser. Elle n'est pas là pour taxer les patrimoines, elle ne peut pas le faire d'ailleurs, elle peut taxer les revenus seulement. Et donc, il y a un petit problème de rédaction là dans le texte. C'est un élément intentionnel spécifique. Pour bénéficier du délai de 10 ans, l'administration, une fois qu'elle a démontré qu'il y a une construction juridique, ne doit pas démontrer en plus que vous avez agi dans un but frauduleux. Ce n'est pas prévu. Par contre, il est évident que si vous avez agi dans le but de dissimuler l'existence ou l'origine du patrimoine, c'est aussi un élément intentionnel, mais qui est plus exigeant finalement, parce que excusez-moi le terme, une simple intention frauduleuse normale, supposé que ça puisse être normal, ne suffit pas pour générer le droit à l'administration d'utiliser le délai de 10 ans. Il faut qu'elle démontre en plus qu'on a agi pour dissimuler l'existence ou l'origine du patrimoine. C'est un élément intentionnel. Il ne suffit pas de prouver que vous avez dissimulé l'existence ou l'origine du patrimoine. Il faut démontrer que vous avez agi dans le but de dissimuler. C'est pour ça que c'est un élément intentionnel et un élément intentionnel spécifique. On va quand même tout de suite arriver à la conclusion que ça fait beaucoup de conditions, beaucoup d'exceptions, et que ce délai, ça fait une fois encore un délai de 10 ans, mais ce délai ne va probablement pas causer de tort à beaucoup de monde, me semble-t-il. Ce qui par contre est inquiétant, et nous le reverrons quand on va parler du deuxième plan, c'est que ça commence à faire une petite habitude d'instaurer des délais de 10 ans, et il n'est pas exclu dès lors qu'on envisage, c'est dans le deuxième plan, que dès qu'il y a une intention frauduleuse, on passe d'office à un délai de 10 ans et que ça devienne la norme dans les cas où l'administration considère qu'il y a une fraude. Alors ça pose tout ça, on le voit sur le slide suivant, une question d'application dans le temps. Qu'est-ce qui se passe avec les prescriptions déjà acquises? Imaginez que vous avez des revenus de l'année 2012. Ces revenus de l'année 2012, ils faisaient l'objet, normalement, le délai le plus long, c'était 7 ans. Donc, ils faisaient l'objet d'une prescription, d'une impossibilité de taxer à partir de la fin de l'année 2019. Alors, si la loi entre en vigueur en 2020, eh bien, c'est trop tard. Les prescriptions acquises sont maintenues. Par contre, vous avez un délai 2015, des revenus en 2015, le délai de 7 ans expire en 2022, mais vous n'avez pas le droit aujourd'hui en 2022 de dire « Ah, mais j'avais un droit à une prescription en 2022 ». Non, parce qu'entre-temps est intervenue une nouvelle loi qui a changé la règle et qui est ce qu'on appelle d'application immédiate. Donc, aux situations qui ne sont pas encore entièrement terminées, donc les cas où la prescription n'est pas déjà acquise, la loi nouvelle va s'appliquer et donc le délai de 10 ans joue toujours. Donc, si vous recevez aujourd'hui pour l'année 2012 une investigation de l'administration, un enrôlement qui porte sur les revenus de l'année 2012 et qui invoque le fait que vous avez utilisé une construction juridique, eh bien, l'administration a raison, elle est dans le droit, elle a le droit d'utiliser ce délai, pour autant, bien sûr, que les conditions d'application soient respectées. Comme je le dis sur le slide,
le slide suivant, mais nous avons dans le deuxième plan, le second plan du gouvernement, nous avons une augmentation plus large des délais. Je vous parlerai en fin d'exposé de ce second plan. Il n'est pas en vigueur et il n'y a pas encore de projet de loi déposé au Parlement, ni même à ma connaissance d'avant-projet de loi soumis au Conseil d'État. Il y a un accord politique qui semble avoir existé, mais qui n'existe probablement plus. Nous reparlerons de cela. Et puis, on va passer à une deuxième mesure sur le slide suivant, une deuxième mesure qui a fait fort peur à beaucoup de contribuables et qui est la question de l'octroi de la qualité d'officier de police judiciaire à des agents du fisc. Ça signifie qu'un nombre limité, 25 au départ, mais un arrêté royal pourrait en augmenter le nombre, 25 agents du fisc désignés à cet effet, ayant prêté serment, réunissant un certain nombre de conditions, vont pouvoir exercer des fonctions judiciaires dans des enquêtes pénales. Donc, ils pourront procéder à des interrogatoires de police, parce qu'ils seront des policiers, des officiers de police judiciaire. Ils pourront procéder à des perquisitions sur mandat d'un juge d'instruction, procéder à des enquêtes, dresser des procès-verbaux. Tout ça fera partie de leur pouvoir. Ça a des conséquences, comme on le voit sur le slide suivant. C'est évidemment une atteinte à la séparation des pouvoirs. On a des agents de l'exécutif, des agents du fisc, qui sont toujours en fonction dans leur administration, qui sont par conséquent soumis à leur hiérarchie, qui en théorie du moins trouve à son sommet le ministre des Finances. Ils sont dans l'administration fiscale, ils doivent toujours obéir à leur supérieur et ils vont participer à des enquêtes judiciaires. C'est donc une immixtion claire de membres du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire, on ne peut pas le contester. Cela dit, nous avons tous appris combien la séparation des pouvoirs, c'était quelque chose d'important dans l'esprit de grands auteurs comme Montesquieu, mais dans la Constitution belge, il n'y a pas un seul article où on parle de la séparation des pouvoirs. On la pratique avec beaucoup d'exceptions. Prenez le cas de la nomination des magistrats, ils sont nommés par le roi, pouvoir exécutif, sur proposition d'une branche du Parlement fédéral ou régional, qui est un pouvoir législatif, et alors que ce sont des membres du pouvoir judiciaire. Vous voyez donc qu'il y a nécessairement dans le système belge des atteintes à la séparation des pouvoirs, et c'en est une de plus, alors c'est sans doute dommage, mais il n'y a pas de possibilité juridique de s'attaquer à cette mesure-là. C'est une atteinte de plus au principe de séparation des pouvoirs, mais dans un système constitutionnel qui ne protège pas vraiment la séparation des pouvoirs, qui la limite, la tempère, mais n'empêche pas d'injection de l'exécutif dans le judiciaire, ni du législatif dans le judiciaire. Tout cela n'existe pas, n'est pas protégé efficacement dans le système belge. C'est comme ça, mais ça c'est de la politique et on ne peut pas empêcher cela. Cette loi ne va pas être entachée d'anticonstitutionnalité simplement pour cela. Par contre, la loi elle-même prévoit, on le voit sur le slide suivant, des limites. Ces agents ne peuvent pas faire n'importe quoi. Alors il faut d'abord tordre le cou à un canard, si je puis dire. Contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de journaux à l'époque, il ne faut pas s'imaginer que l'on a donné à l'administration fiscale un pouvoir de perquisition. Elle n'en a absolument pas. Elle a dans un autre contexte ce qu'on appelle les visitas, il reste le droit de visite, mais ce n'est pas une perquisition, la Cour constitutionnelle l'a dit. Mais en tout cas, dans ce contexte-ci, même si certains agents du fisc ont la qualité d'officier de police judiciaire, ça ne leur permet pas de prendre l'initiative, ni à eux, ni à leur administration, de poursuites pénales. La loi est formelle, l'enquête dans laquelle ils vont agir doit être ordonnée et contrôlée par le ministère public, par le parquet, exclusivement. C'est une mission personnelle du parquet dans laquelle l'administration fiscale ne peut
pas intervenir. Elle peut porter plainte, bien entendu, comme elle l'a toujours fait, mais dans ce contexte-là, c'est le parquet qui décide s'il y a matière à entamer une enquête. Et il y a d'autres limites, on le voit sur le slide suivant, ils ne pourront intervenir que dans le cadre de ce qu'on appelle des MOTEM. Alors, jargon, ce sont des équipes multidisciplinaires qui comportent éventuellement des agents du fisc qui sont des officiers de police judiciaire, mais aussi des membres de la police, de ce que j'allais appeler la vraie police. Donc, ils seront toujours dans une team, une équipe où il y aura aussi des policiers qui ne sont pas des agents du fisc. L'équipe sera nécessairement mixte et ils ne peuvent agir, c'est un peu logique tout de même, que dans des enquêtes portant sur des faits de fraude fiscale ou de blanchiment. Et il y a encore des limites qui sont sur le slide suivant également. Ils ne pourront pas intervenir, si on peut mettre le slide suivant, c'est ça, pour des affaires judiciaires en lien avec des dossiers dont ils s'occupent sur le plan administratif. Donc, imaginez que nous avons un agent de l'administration fiscale qui est officier de police judiciaire, qui travaille quand même en tant qu'agent à l'administration fiscale, qui s'est occupé d'un dossier concernant un certain monsieur Dupont. Et ensuite, le parquet décide, éventuellement sur plainte de l'administration fiscale, le parquet décide d'ouvrir une enquête pénale sur monsieur Dupont. Alors, on se dira, ah ben, le parquet va demander que dans la team qui va s'occuper de ce dossier, il y ait le même agent, le même fonctionnaire qui connaît bien le dossier puisque ça est occupé sur le plan administratif. Non. S'ils s'en occupent sur le plan administratif, ils ne peuvent pas s'en occuper sur le plan judiciaire. On ne peut pas avoir les deux casquettes à l'égard des mêmes personnes. C'est une garantie importante, mais ce n'est pas suffisant. Il suffit que le fonctionnaire qui est chargé de l'enquête sur M. Dupont n'ait jamais rien fait dans cette enquête, mais que son supérieur hiérarchique direct soit le titulaire dans l'administration du dossier Dupont, et on se trouve dans une situation qui est peut-être pire, parce que nous avons notre officier de police judiciaire qui peut recevoir des ordres d'un agent de l'administration fiscale. Donc, les problèmes de ce genre, il peut quand même y en avoir, malgré le fait que la loi s'est quand même préoccupée de fournir un certain nombre de garanties, mais je pense qu'elles ne sont pas suffisantes pour éviter des abus. Alors, on peut évidemment se dire on va faire confiance aux agents en question, pourquoi pas bien sûr, mais s'il y en a 25 un jour et qu'un jour il y en a peut-être 50, peut-être que sur les 50, il y en a un à laquelle la confiance ne pourrait peut-être être moins méritée, et ce, d'autant plus, comme nous le voyons sur le texte suivant, que la loi explicitement nous dit que les constatations des officiers de police judiciaire, qui peuvent donc dresser des procès-verbaux, constater des faits, ces constatations peuvent être utilisées par l'administration fiscale, éventuellement par le même service qui est celui où travaille notre agent qui est officier de police judiciaire, pour autant que ce ne soit pas la même personne. Alors ça, c'est la question que je pose sur le slide suivant, c'est est-ce que cela viole le droit à un procès équitable? Alors je vous ai dit pour la séparation de pouvoir des pouvoirs, il n'y a rien dans la Constitution. Par contre, au niveau du droit à un procès équitable, nous avons l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prime sur le droit interne belge et qui dit qu'on a le droit d'un tribunal indépendant et impartial, qu'on a aussi le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. Et ça pose quand même une question dans des dossiers de fraude fiscale où le fisc est aussi souvent le plaignant, pas toujours, nous savons très bien que le parquet peut se saisir lui-même de faits de fraude fiscale qu'il pourrait soupçonner dans un cas particulier, mais le fisc est souvent le plaignant, et en plus il a le droit d'être partie civile. Donc nous risquons d'avoir devant le juge d'instruction ou devant la juridiction jugement, devant le tribunal correctionnel, nous risquons d'avoir une administration fiscale qui va être partie au procès pénal, qui va sans doute réclamer des dommages et intérêts, et elle va se baser sur un dossier qui aura été fait peut-être à sa mesure
par un de ses propres agents, certes dans une autre qualité, en qualité d'officier de police judiciaire. Ça pose quand même une question qui est décrite sur le slide suivant, le 21. Il y a un problème d'indépendance de la justice puisque nous avons un agent du pouvoir judiciaire qui agit au nom du procureur du roi ou sur mandat d'un juge d'instruction, qui est censé, dans les deux cas d'ailleurs, enquêter à charge et à décharge. Et cet agent, il est, j'ai envoyé le vilain mot à la solde, mais au sens propre, tout ça est tout à fait exact. Il est rémunéré et il agit sous les ordres d'une personne qui est partie civile, l'administration fiscale. On appelle ça, et ça m'inquiète toujours quand on entend des discours politiques en disant il faut plus de collaboration, de coopération entre la justice et l'administration fiscale. Et moi, je dis non. La justice, pour moi, ne coopère avec personne. Elle ne coopère pas avec le pouvoir exécutif, pas seulement pour le problème de séparation des pouvoirs, mais parce que si ensuite ce même pouvoir exécutif devient partie au procès, ce qui est le cas d'une partie civile, alors on commence à se demander, mais est-ce que la justice est vraiment indépendante puisqu'elle a collaboré avec une des parties à la procédure. Cela dit, même si c'est quand même quelque chose qui est difficilement acceptable, il faut quand même remarquer que la jurisprudence dans des hypothèses similaires est assez sévère pour le contribuable qui se plaint et il me semble probable, sans entrer dans les détails de tous les arrêts, que les décisions de juges auxquelles on soumettrait la situation, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il n'y a pas d'atteinte à l'indépendance de la justice, simplement parce que il y a des agents du fisc qui ont été officiers de police judiciaire, je crains fort que les juges disent non. Je pense que les juges ne se contenteront pas de cela pour ordonner la nullité des poursuites ou annuler des actes de procédure. Je pense qu'il faudra en plus démontrer que concrètement, dans le dossier en question, un agent du fisc devenu officier de police judiciaire a agi d'une manière qui était tendancieuse parce qu'il n'a pas agi à charge et à décharge, il a agi en faveur de la partie civile, le fisc, ou de la partie qui allait devenir la partie civile. Donc je pense qu'on ne pourra pas simplement se dire « Ah, il y a un officier de police judiciaire qui fait partie de l'administration fiscale qui est intervenu, du coup, il y a une nullité ». Je pense que ça ne suffira pas. Il faudra montrer concrètement qu'il s'est passé quelque chose d'anormal concernant l'intervention de ces agents de l'administration fiscale. Alors passons à des mesures qui sont peut-être moins spectaculaires, mais nous voyons quelque chose de slide suivant qui est un petit peu perturbant quand même. Nous avons une loi de 2021 qui prévoit que l'administration peut demander que l'on réponde à ces questions sur une plateforme, MindFin en l'occurrence. Qu'est-ce qui a motivé cela? Eh bien, c'est le prétexte Covid. On sait que le Covid a servi à beaucoup de choses qui vont continuer à durer après, alors que, on l'espère, il n'y aura peut-être plus de Covid, ou en tout cas plus de mesures qui empêchent de rencontrer des agents du fisc. La raison, c'était que les agents du fisc n'ont pas envie de venir, comme ils le faisaient auparavant, chez les contribuables, de les rencontrer, et soit peut-être avec une distanciation sociale insuffisante, d'attraper le Covid, soit quand même de refiler le Covid aux contribuables ou aux autres personnes qui sont présentes. Et donc on a dit on va limiter les déplacements de l'administration fiscale. Simplement, l'administration fiscale peut avoir accès à ce qu'on appelle les livres et documents comptables, peut se faire montrer des pièces, des documents papier ou informatiques, et l'administration fiscale, dès lors, si elle ne vient pas voir chez le contribuable, eh bien, elle va demander qu'on lui transmette ces pièces
sur une plateforme électronique. C'est ce que permet la loi de 2021. Ça pose quand même une question, parce qu'il y a, nous le voyons sur le slide suivant, une différence importante. Si, comme le prévoyait la loi comme unique méthode, il y avait obligation pour le contribuable de communiquer sans déplacement, ce qui veut dire sans déplacement des documents, mais avec déplacement des agents du fisc qui devaient venir les chercher. Le fisc, en général, voit les documents, mais il ne les a pas en main, il ne les garde pas, sauf dans le cas prévu par la loi, mais qui n'est pas le plus courant, où le fisc exige la rétention des documents, c'est-à-dire qu'il dit, vous me les avez montrés, c'est bien, moi je les emmène, je vais bien sûr vous les rendre. Mais ce n'est pas le cas le plus courant. Donc, le fisc les voit, il prend des notes, éventuellement il se fait remettre le numéro de copie, mais il n'a pas tout un dossier avec ça. Aujourd'hui, nous avons des cas où l'administration fiscale vous envoie un mail en vous disant, ou une lettre en vous disant, veuillez me transmettre toute votre comptabilité sur la plateforme. Ça signifie qu'on doit tout communiquer, toute la comptabilité, tous les éléments, que les agents du fisc sont dans une situation beaucoup plus confortable. Ils peuvent utiliser ces éléments pendant longtemps, ils peuvent même les utiliser pour l'année suivante ou 2 ans plus tard en faisant des comparaisons. Tiens, pourquoi est-ce que ce compte-là a été modifié de telle manière? Ça place l'administration fiscale dans une situation beaucoup plus confortable. Ce qui, par contre, est un petit peu perturbant, c'est le texte de la loi. On le voit sur le slide suivant. Bon, le texte ne s'applique évidemment pas pour les gens qui n'utilisent pas d'ordinateur pour tenir leurs livres. C'est difficile d'exiger d'eux, sans ordinateur, de transmettre sur la plateforme. Pour les autres, il est clair que le fisc a voulu pouvoir rendre cela obligatoire en disant « vous allez me le transmettre sur la plateforme ». Mais le texte est ambigu. Quand on lit le texte, on dit est-ce que c'est une faculté, est-ce que c'est un droit pour le contribuable ou c'est une obligation pour lui? Ça n'est pas clair. Dernière mesure en vigueur que j'envisage sur le slide suivant, c'est une mesure modeste, simplement, c'est une pratique administrative. Jusqu'il y a peu, quand vous receviez du courrier de l'administration, on vous indiquait voilà, quel est le fonctionnaire qui traite le dossier. Vous pouvez l'atteindre au numéro direct suivant. Son adresse email est à tel. Et désormais, la décision administrative est que dans l'immense majorité des cas, vous n'avez plus tout ça. Avec un peu de chance, vous aurez le nom de l'agent, mais vous n'aurez pas son numéro de téléphone, ni les adresses email de l'agent en question. On vous dit, c'est ce que disent les porte-paroles du ministère des Finances, on vous dit que vous pouvez les atteindre via un numéro central. J'ai bien compris, c'est un numéro central pour le pays, peut-être 2 numéros centraux en flamand, en français, quand même, on est en Belgique. Ou bien vous pouvez aller sur la plateforme et leur écrire. Mais bon courage, nous avons tous l'habitude de temps en temps appeler un numéro central de l'administration, qu'elle soit fiscale ou autre, un peu de patience quand même avant d'avoir accès à la bonne personne, et il n'est pas du tout certain que vous aurez cette bonne personne, qu'elle sera disponible, etc. Alors évidemment, vous pouvez toujours envoyer une lettre par la poste, c'est pas interdit. Vous pouvez aussi envoyer un coursier à cheval, c'est permis aussi, ça va. C'est un mode de transmission, c'est pas très moderne, mais par contre, un mail sans avoir l'adresse mail, ça ne va pas. Parler au téléphone, ça ne va pas normalement non plus, sauf si vous avez beaucoup de chance par le numéro central. Et ça inquiète beaucoup de personnes qui professionnellement ont l'habitude de travailler avec l'administration fiscale. Voyons sur le slide suivant, ça restreint beaucoup les contacts humains. On arrive à une administration sans visage, et ce qui est peut-être encore pire, à des contribuables sans visage pour l'administration. Comment convaincre un agent du fisc que tel contribuable est de bonne foi si on ne peut même pas le voir ou qu'on ne peut même pas entendre sa voix? Ça devient un numéro national, c'est tout. Et c'est inquiétant parce que nous avons en général dans l'ADN de notre administration fiscale quelque chose que j'ai toujours trouvé très positif,
qui était la volonté, dans toute la mesure du possible, de conclure un accord. La plupart des contrôles fiscaux sont résolus, heureusement, par des accords, ce qui réduit le contentieux, et ça correspond un petit peu à cette idée bien belge du compromis. On fait certaines concessions, l'administration en fait aussi, notamment sur les questions de fait. Mais comment conclure un accord quand on ne peut pas parler aux gens? C'est extrêmement difficile. Il faut s'en rendre compte. Si vous écrivez une lettre à l'administration fiscale du genre « Je veux bien laisser tomber la déduction des frais de restaurant à condition que de votre côté, vous acceptiez mes frais de voiture tels que je les ai déclarés. » Situation courante, qui se règle 9 fois sur 10 par un accord amiable. Mais quel est le contribuable qui va oser écrire « Je veux bien laisser tomber les frais de restaurant si » il va tout de suite craindre que l'agent du fisc va dire « Ah, vous voulez bien laisser tomber les frais de restaurant, mais voilà, mais évidemment, moi je ne suis pas d'accord pour le reste. » Alors, c'est vrai que ça ne lie pas quand c'est un accord avec un accord conditionnel, mais il n'empêche que commencer à dire « Je veux bien laisser tomber ça », ce n'est pas la bonne façon de préparer son dossier si on doit exercer un recours. Donc, la plupart des gens n'osent pas faire des propositions transactionnelles qui peuvent être utilisées par l'autre partie. Ça joue pour le contribuable et ça joue aussi pour le fisc. Si l'agent du fisc dit « mais moi je veux bien tout compte fait lui laisser le bénéfice du doute pour tel point en litige, à condition qu'il s'incline sur tel autre point », est-ce qu'il va l'écrire à un contribuable en sachant que ce contribuable va peut-être utiliser la concession mais ne va pas donner l'accord pour le reste et va se sentir affaibli dans son dossier. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a rien qui remplace le contact verbal, parce qu'on a au moins la sensation, quand c'est verbal, que bon, on essaye quelque chose, si ça ne marche pas, on n'en parle plus, si ça marche, on a un accord, et alors on fait un écrit. Ça ne risque pas d'arriver beaucoup plus souvent à l'avenir, au contraire, je pense qu'on va compromettre cette possibilité d'arriver à des accords, donc on va multiplier les litiges, qui dit litige dit du travail supplémentaire pour l'administration fiscale, les agents qui vont travailler à du contentieux ne travailleront pas à établir de nouvelles taxations, donc je pense que même du point de vue strictement du tableau de chasse des agents du fisc, je pense qu'à moyen terme, ça va être négatif, cette mesure. On va rendre les contacts plus conflictuels. Alors, on va maintenant rapidement dans les slides qui restent, si vous le voulez bien. Je vais vous donner un aperçu du second plan de lutte contre la fraude. Donc, je répète, ce sont des mesures qui ne sont pas en vigueur. Elles ont, a-t-on dit, d'abord fait l'objet d'un accord politique et puis d'un désaccord politique, parce qu'on a entendu des déclarations très tonitruantes venant du président du MR et qui disait « il n'est pas question de doter l'administration fiscale de pouvoirs comme ceux de la Stasi ». Bon, alors évidemment, on peut constater que quand ces termes-là sont utilisés, il semble vraiment qu'ils ne sont pas d'accord, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne va rien rester de ce projet, parce que la notion de compromis politique existe quand même encore, et donc il est probable que cela donnera lieu à une nouvelle rediscussion de ces mesures. Il n'y a pas encore d'avant-projet, rien du tout, mais nous ne savons pas ce qui va en rester et ce qui ne va pas en rester. Il y a effectivement des mesures qui vont fort loin, beaucoup plus loin que celles que j'ai citées jusqu'à présent. Alors, je vais vous donner une petite énumération sur le slide suivant. Donc, on prévoit, comme je le disais tout à l'heure, une généralisation du délai de 10 ans au lieu de 7 en cas de fraude. C'était donc l'inquiétude qu'on a fait un premier cas de délai de 10 ans en cas d'échange d'informations, un deuxième cas en cas de construction juridique, et puis ici on dirait, mais dans tous les cas où il y a une fraude qui est démontrée par l'administration fiscale, on a un délai de 10 ans. Mais il y a beaucoup plus étonnant. Il y a aussi ce même délai dans le cas d'une déclaration complexe. Qu'est-ce que c'est qu'une déclaration complexe? Pour qui est-ce que ça doit être compliqué?
il n'y a absolument rien au niveau de la sécurité juridique qui permet de définir ce que c'est qu'une déclaration complexe, d'autant plus qu'on ne parle même pas de situation fiscale complexe, mais de déclaration complexe. Si on déclare rien, c'est pas complexe, hein, nous sommes bien d'accord, mais ce n'est qu'à partir du moment où on déclare certaines choses, mais la déclaration, c'est jamais que remplir les cases. Comment est-ce qu'elle peut être complexe? Alors, après, vous avez des commentaires officieux qui vous disent c'est complexe quand c'est international. Quand même, si on vous met au même niveau que la fraude simplement parce que vous avez des affaires internationales, que vous faites des exportations, c'est aller quand même un petit peu loin. Donc je pense que là, il y a vraiment un gros problème de sécurité juridique quand on utilise ce mot déclaration complexe. Quant au délai de taxation de 3 ans pour lequel il ne faut pas d'établir de fraude, il passerait à 4 ans lorsque la déclaration est tardive. Donc si vous déclarez dans les temps, on reste à 3 ans. Si vous êtes dans une déclaration que vous n'avez pas déclarée, ou vous avez déclaré même un jour en retard, vous vous trouvez avec un délai de 4 ans. Et puis, sur le slide suivant, on voit que puisqu'on vous met un délai de 10 ans qui concerne beaucoup plus d'hypothèses, vous devez garder, professionnel ou particulier, vous devez garder vos documents pendant 10 ans, ce qui signifie que toute la population se trouve avec une espèce d'obligation d'archivage au profit de l'administration. Et puis, on prévoit que si l'administration vous demande des informations, c'est souvent pour des informations qui sont sous forme de données informatiques, le fisc peut demander au juge, pourra peut-être demander au juge de condamner le contribuable au paiement d'une astreinte. Alors je rappelle ce que c'est qu'une astreinte. Une astreinte, c'est nous vous condamnons à communiquer telle information, par exemple le disque dur de tel ordinateur, et si vous ne le faites pas, à partir de la signification du jugement, vous devez payer par exemple 1 000 € par jour. C'est une astreinte. Et ça continue à courir, les 1 000 € tous les jours, jusqu'au jour où vous finissez par fournir les informations qui vous sont demandées. Bon, si les informations sont effectivement requises par la loi, je peux comprendre que si vous êtes obligé de donner quelque chose et que vous ne le faites pas, on peut essayer de vous donner une très bonne envie de faire ce que vous devez. Le texte, malheureusement, dit que c'est en cas de refus de fournir des informations auxquelles le fisc estime avoir droit. Alors ça, c'est plus la même chose du tout. Ce n'est plus une situation où vous devez juridiquement, en droit positif, communiquer des informations. C'est le fisc où, de l'avis du fonctionnaire qui vous réclame des informations, vous devez les communiquer. On devrait quand même au minimum limiter cela à l'hypothèse où vous êtes vraiment obligé par la loi à communiquer des informations et vous enfreignez la loi en ne les communiquant pas. Et puis encore quelques petites mesures supplémentaires sur le slide suivant. Donc, le fisc veut utiliser le registre UBO, donc on avait toujours dit qu'il n'y avait accès que concernant un contribuable déterminé, pour faire du data mining. En d'autres termes, mettre dans une grosse machine avec des critères qu'on n'a jamais communiqués, essayer de trouver quels sont les contribuables qui répondent à un certain nombre de conditions et s'adresser à eux, contrôler ces personnes après une sélection pour laquelle on se serait servi du registre des ultimes bénéficiaires des sociétés. C'est donner des pouvoirs qui sont considérables en réalité. D'autant plus qu'on peut faire la même chose pour le point de contact. Alors le point de contact, c'est le point de contact qui est détenu à la Banque nationale, précisément. Ce point de contact, on l'a mis à la Banque nationale pour qu'il soit à un endroit neutre dans le rapport entre le contribuable et le fisc. On n'a pas voulu le mettre au sein de l'administration fiscale elle-même parce qu'on y trouve tous les éléments des comptes bancaires des contribuables belges. Jusqu'à présent, ça n'est accessible par le fisc que pour un contribuable déterminé et si les conditions sont respectées, là, on voudrait aussi que ça puisse servir à du data mining. Et puis, enfin, on veut étendre la liste des pays à fiscalité faible ou inexistante pour donc en ajouter quelques-uns. Ce sont des intentions, pas encore des projets, et puis on peut maintenant arriver
j'espère ne pas trop avoir dépassé le temps qui m'était imparti, on arrive à des conclusions. Ces conclusions, c'est qu'on est clairement dans une situation où les pouvoirs de l'administration ont tendance à être approfondis, à être plus importants. Et je dirais que dans un contexte plus large, ça ne concerne pas que l'administration fiscale. Nous voyons ça dans tous les domaines. On a une tendance à renforcer l'État. Dans d'autres législations, on renforce les pouvoirs de la police, d'autres fonctions étatiques, et ça peut amener à se poser des questions. Est-ce que nous ne sommes pas tout doucement en train de nous placer dans une situation de société de surveillance? Ce sera peut-être l'objet d'une certaine vigilance nécessaire. Voilà. Je vous remercie. Désolé d'avoir dû commencer en retard à cause de soucis techniques, mais voilà, nous sommes au bout de cet exposé. Merci, Maître, pour cet exposé extrêmement intéressant. Décidément, la fiscalité est toujours un sujet évolutif et controversé. Alors, nous avons reçu des questions, elles sont nombreuses, hein, vous vous en doutez. Je vais en pêcher quelques-unes et vous les soumettre. Alors, tenant compte à la fois de la mondialisation et de la digitalisation, qui permettent aux fraudeurs d'optimiser leurs activités, est-ce qu'il n'est pas en fin de compte normal que les possibilités de l'administration s'adaptent également? À ça, je crois, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord que l'administration puisse aussi utiliser des méthodes qui sont plus développées. C'est pour ça qu'on a bien veillé à équiper l'administration fiscale. On ne l'oblige pas à utiliser des bouliers compteurs. Elle a techniquement droit d'utiliser les mêmes techniques que nous, les contribuables. Par contre, est-ce que cela justifie que, par exemple, c'est une mesure qui existe déjà depuis longtemps, cela, mais qu'elle puisse avoir accès d'office à tout ce qui se trouve dans votre ordinateur, alors qu'elle n'avait pas accès et qu'elle n'a toujours pas accès à tous vos papiers? Est-ce que ça n'est pas aller plus loin? Je pense qu'on en profite à chaque fois pour approfondir des pouvoirs qui vont au-delà. Bien sûr, quand on disait simplement elle peut avoir accès à tous les documents, il faut évidemment dire que ça joue aussi pour ce qui est informatique. Mais nous avons le problème très fréquemment d'agents de l'administration fiscale qui font des visites fiscales, qui vont dans des entreprises et qui disent je veux la copie intégrale du disque dur. Sur le disque dur, on trouve certainement la comptabilité, on trouve les factures, on trouve la correspondance commerciale, mais il est fréquent que, surtout dans des petites entreprises, que le chef d'entreprise écrit aussi à sa bien-aimée avec la même adresse email ou une autre adresse email, mais avec le même ordinateur. Et je pense qu'il n'est vraiment pas nécessaire que l'administration fiscale ait accès à la correspondance avec la bien-aimée du fisc, de l'agent d'administration. Et aujourd'hui, ce sont des discussions éternelles. Est-ce qu'on a le droit d'enlever certaines parties des données qui sont sur le disque dur? C'est un problème. Alors, si on veut que ça n'arrive pas, on peut toujours dire, mais bon, c'est facile à dire après coup. L'idéal est d'avoir un ordinateur pour les conversations privées et un autre c'est pas toujours pratique, hein, il faut bien reconnaître. Et donc là, on va plus loin. Mais je suis d'accord pour admettre qu'on ne va pas obliger les agents de l'administration à se déplacer en diligence, hein, nous sommes bien d'accord. Ils ont le droit à la modernité aussi. Vous nous avez expliqué que la situation relative au pouvoir de l'administration fiscale en Belgique s'améliore pour l'administration. Oui. Mais est-ce que c'est unique en Belgique? Qu'en est-il au niveau de la comparaison internationale? Vous qui travaillez dans de nombreux pays, qu'en est-il? Alors, il est tout à fait clair, et je vais bien admettre que dans la plupart des pays, on suit la même dynamique. Il y a dans le monde entier une tendance à constater que les administrations fiscales, les États sont de plus en plus souvent en déficit, qu'ils dépensent beaucoup, qu'on essaye d'augmenter leurs recettes,
qu'on n'y arrive pas nécessairement en changeant les lois, ou alors on risque d'aller trop loin. Et donc, la lutte contre la fraude est quelque chose qui est devenu quasiment universel. Dans la plupart des pays, on donne des pouvoirs supplémentaires à l'administration fiscale, et je suis tout à fait prêt à reconnaître que dans beaucoup de pays, ça va beaucoup plus loin encore qu'en Belgique. Ils sont bien d'accord. J'ai parlé de l'administration fiscale espagnole, française d'abord, mais ça vaut aussi pour l'administration fiscale espagnole. Elle a des pouvoirs qui sont considérables, et on a dans ces pays-là des compétences qui vont jusque le droit de perquisitionner. En France, par exemple, pas des agents qui, dans le cadre d'une enquête du ministère public, agissent, mais l'administration fiscale ou un fonctionnaire d'un rang suffisamment important ordonne à ses subordonnés: vous allez perquisitionner dans la firme un tel, ou même chez monsieur un tel à son domicile privé, et il y a seulement un recours devant les tribunaux pour voir si les conditions sont respectées ou pas. Mais en attendant, on a perquisitionné, et donc c'est un pouvoir administratif qui existe. On a des délais qui sont plus importants aussi. Ça existe. Alors, j'ai parlé de la séparation des pouvoirs. En Italie, vous avez la Guardia di Finanza, qui est à la fois une administration et une police. Donc là, on est en plein dedans. Ce n'est pas quelques fonctionnaires, nous sommes bien plus loin. Sans parler des pouvoirs énormes de l'administration fiscale américaine, bien entendu. Mais vous avez aussi des pays où ça ne se passe pas comme ça. Je vais donner l'exemple, vous y pensez tous évidemment, la Suisse, tout comme le Luxembourg, a maintenu le secret bancaire pour ses résidents. Donc, lorsque on a décidé dans le cadre des accords CRS que la Suisse devrait transmettre les données bancaires des étrangers, des résidents étrangers, et donc que le secret bancaire suisse tombait, on a aussi décidé que on ne transmettait pas les informations à l'administration suisse. Donc, c'est d'ailleurs une plainte qui revient souvent, mais il est clair en Suisse qu'avec le système de référendum, il est quasiment impossible de faire sauter le secret bancaire des résidents eux-mêmes. Et nous avons des mesures semblables au Luxembourg. Ce sont aussi des pays où il est inimaginable qu'il y ait des mélanges entre les activités des agents du fisc et de la police. Ce sont des données tout à fait différentes. Donc on voit qu'il y avait d'autres possibilités, mais je ne suis pas en train de dire, et très loin de là, je ne suis pas du tout en train de dire la Belgique est le pays où les contribuables sont le plus maltraités sur le plan de la procédure. C'est vrai quant à l'importance au niveau des impôts, je pense que c'est vrai, mais au niveau de la procédure, au niveau des droits des contribuables, il y a une évolution qui risque d'être dangereuse, mais cette évolution, elle amène dans les autres pays. Ce à quoi je réponds habituellement, on n'est pas obligé de suivre le mauvais exemple. Ok, une bonne nouvelle ça. Une question technique. En cas de fraude avérée, est-ce qu'il n'y a pas un risque pénal derrière, qui lui, en fin de compte, ne s'éteint pas ou s'éteint bien plus tardivement? Alors oui, bien sûr, s'il y a une fraude avérée, il y a des risques pénaux. Il faut pour ça qu'il y ait une enquête pénale qui est ordonnée par le ministère public et que l'administration fiscale peut même provoquer en se constituant partie civile. Et puis, il existe tout un système de concertation dans le cadre de ce qu'on appelle UNAVIA. Il y a une concertation entre l'administration fiscale et les parquets pour déterminer, dans les cas où il y a dualité de procédure, donc où il y aura des poursuites pénales, qui va commencer. Parce que il y a les pouvoirs de le pouvoir du parquet, le pouvoir du juge d'instruction, mais en général, ça bloque l'administration fiscale de son côté. Et donc, on va déterminer qui va commencer. Est-ce que c'est le fisc qui va commencer à taxer ou est-ce que c'est le parquet qui va commencer à enquêter? Ce sont des accords qui existent et donc le risque pénal existe évidemment. Maintenant,
les délais de prescription pénaux sont différents. Ils ne sont pas nécessairement plus longs parce que le délai de prescription pénale est de 5 ans, mais il est renouvelable une fois. Simplement, s'il n'y a pas eu d'enquête dans un délai de 5 ans, il n'y a plus possibilité de poursuivre au pénal, avec la nuance concernant les faux en écriture où la jurisprudence admet que tant que le faux peut produire des effets utiles, le délai de prescription ne court pas. Mais donc, ce sont des délais qui sont différents. Et nous savons d'ailleurs qu'en plus de tous les délais dont j'ai parlé, l'administration disposait déjà auparavant d'un délai extraordinaire qui commence à la fin de l'enquête pénale. Donc, nous connaissons la lenteur des procédures. Imaginez qu'en 2025, on poursuive quelqu'un, on condamne quelqu'un définitivement pour des faits de fraude fiscale commis en 2015. L'administration fiscale dispose à ce moment-là encore d'un nouveau délai pour poursuivre, si je puis dire, et donc elle peut encore taxer encore beaucoup plus tard que cela, et ça c'est quand même, on arrive très loin, mais on est dans le cas où il y a du pénal aussi. Okay. Alors, avant de passer aux deux dernières questions, un témoignage dont je ne citerai évidemment pas l'auteur, mais qui nous dit, écoutez, je vous confirme pour en avoir fait les frais, que ce qu'un agent du fisc juge être une déclaration complexe peut vous classer d'office comme fraudeur potentiel. Oui, le témoignage, franchement, je pense qu'il faut remplacer ce mot complexe par quelque chose de plus concret, parce que quelque chose peut être très complexe pour M. Van Petegem, mais peut-être pas pour un contribuable. Voilà. Et alors, j'avais vu une question, mais qui vient de disparaître de mon écran. Je passe directement alors à la dernière. D'accord. En fait, cette lutte contre la fraude fiscale, elle s'est déjà intensifiée depuis des années, en Belgique comme à l'étranger. En fin de compte, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est rentable? Et est-ce que vous aurez des conseils à donner au ministre des Finances? Écoutez, ce qui rend la fraude rentable, c'est le fait que les impôts sont très élevés. C'est que les fraudeurs prennent des risques, mais on prend moins de risques pour frauder un petit impôt que pour frauder un impôt qui, comme on le sait chez nous, arrive très vite à 50%. C'est ça qui fait la rentabilité de la fraude. Alors, je pourrais, c'est à peine une boutade, hein, je pourrais dire, pour que la fraude soit pas rentable, il faut commencer par réduire le niveau des impôts. Il y aura moins de raisons de frauder, et on peut quand même constater en général que les pays où il y a peu de taxation sont des pays où on fraude moins. Mais le raisonnement ne vaut pas dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des pays où on fraude peu, comme les pays nordiques par exemple, où la taxation est élevée. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une comparaison absolue qui puisse se faire dans les deux sens. Je crois quand même par contre qu'il y a plus de fraude dans les pays où il n'y a pas de confiance entre l'État et les citoyens. Et de ce point de vue-là, je pense que la Belgique est mal placée, elle est très mal lotie à ce niveau-là, parce qu'on voit qu'il y a de moins en moins de confiance entre l'État et les contribuables. Et je trouve que de ce point de vue-là, la petite mesure qui est d'enlever les numéros de téléphone des agents du fisc et leur adresse email va réduire encore les contacts. Enfin, moi, voyons quand même souvent des agents du fisc, je trouve que la plupart sont des gens tout à fait
tout à fait corrects qui font leur métier. Ils sont là pour établir des impôts et pas pour casser les gens. Ils le comprennent très bien. Mais en fait, si on ne les voit pas, on ne sait pas non plus. Et je trouve que c'est un peu dommage que l'on ait pris cette mesure. On a beaucoup parlé ces dernières années de créer des terrains d'entente, des collaborations entre fisc et contribuables. Je crois que c'est trop ambitieux. Mais au moins, créer des lieux de parole, ça me serait pas mal. Et ici, on les casse, ces lieux de parole. OK. Merci beaucoup, maître. Voilà. Je pense que nous allons ici clôturer ce webinaire, qui est le dernier webinaire de notre année académique 2021-2022. Merci, maître, de l'avoir animé de manière aussi brillante. En ce qui concerne des messages à donner à nos participants, vous recevrez aujourd'hui encore le lien avec les diapositives de Maître Afscrift, ainsi qu'avec le sondage de satisfaction. Début de la semaine prochaine, nous vous enverrons un mail avec le lien vers YouTube et Spotify. Et également, et je réponds ainsi à plusieurs questions qui étaient apparues sur mon écran, vous recevrez également une attestation de présence. Voilà. Nous espérons que cette année de webinaire vous a plu et nous vous donnons rendez-vous fin septembre, début octobre pour de nouveaux débats passionnants et passionnés. Je vous souhaite de passer d'agréables congés. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir.